Apprenti enseignant, apprentie enseignante, bonjour, je m'appelle Nassim, je suis enseignant pour le compte de Roule Raoul Auto-École. Tu es branché sur la chaîne Devenir Moniteur avec Roule Raoul et aujourd'hui on va parler accidentologie et code de la route. Ce que j'aimerais t'enseigner, ce sont les corrélations qu'il y a entre l'accidentologie et le code de la route de manière globale. Chaque année sort le bilan annuel de la sécurité routière. Je t'invite vraiment à y jeter un œil, chaque année. Je te propose qu'on passe très rapidement en revue celui de l'année 2020. Il est disponible sur le site internet de l'ONISR. Ouais, c'est un peu bizarre à prononcer, j'avoue. Pour Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Je te propose de passer rapidement en revue celui de 2020. Je crois que je l'ai déjà dit, je me répète, désolé. Alors, on observe sur cette année 2020 une très nette baisse des accidents de la route avec 2782 personnes décédées, soit une baisse de 20% par rapport à l'année passée. Cela n'était jamais arrivé. Du coup, les statisticiens ont fait quelque chose de très intelligent. Pour tenter de comprendre pourquoi ils observaient une baisse aussi importante du nombre d'accidents, ils ont eu la brillante idée de comparer les montants des transactions en carte bancaire des stations essence. Ils ont remarqué de très fortes baisses pendant les périodes de confinement. On le voit bien sur le graphique entre la semaine 11 et la semaine 19, correspondant au premier confinement. Pareil pour le deuxième confinement entre la semaine 47 et 49. Du coup, leur conclusion était que cette baisse ne pouvait pas être liée à un changement des comportements, mais elle résultait d'un facteur exceptionnel, celui des deux confinements successifs de mars et novembre 2020 dû au Covid-19. C'est ce qu'on appelle en statistique une année blanche. Du coup, en 2021, on ne pourra pas comparer avec l'année 2020 du fait de circonstances exceptionnelles que je viens d'évoquer. Je ne vais pas passer tout en revue, mais il y a un truc particulièrement intéressant que j'aimerais que tu vois. Le graphique ci-contre te montre le pourcentage d'usagers tués sur l'année 2020 par rapport à 2010. On observe une baisse sur tous les types d'usagers, poids lourds, voitures, motos, cyclomoteurs et piétons. Tous, non. Deux sortes d'usagers ont vu leur nombre de morts augmenter, les cyclistes et les EDP pour engins de déplacement motorisés, trottinettes électriques quoi. La mortalité de ce type d'usager a augmenté de 20% et c'est parfaitement logique. En passant au vélo et à la trottinette électrique, les Français ont cherché à modifier leur usage par peur de la transmission du virus sans doute, dans les transports en commun principalement. Une petite nuance cependant. Bien qu'on observe une baisse du nombre de piétons tués sur 2020 par rapport à 2010, sur cette image qui montre l'évolution du nombre de tués mois après mois, un détail remarquable nous a sauté aux yeux. Il s'agit du nombre de tués sur le mois de novembre 2020, qui augmente de près de 200% avec 45% de tués par rapport au mois précédent qui était de 25 tués. Alors, au mois de mars 2020, nous étions passés de 25 morts environ à 10 début avril. On peut donc en conclure que les mesures de confinement ont été bien mieux respectées lors du premier confinement que lors du deuxième. Alors, pourquoi je te parle d'accidentologie plus précisément? C'est parce que c'est la base de ton futur métier d'enseignant. Notre travail, c'est d'éduquer le public et le sensibiliser aux enjeux liés à la sécurité routière pour éviter qu'ils fassent partie de ces statistiques. Et oui, ce sont des vies humaines derrière ces chiffres. Dans la vidéo que nous avons réalisée précédemment et dont tu trouveras le lien juste au-dessus, je te parlais du continuum éducatif. Et le permis de conduire fait partie de ce continuum justement. 92% des accidents, retiens bien ce chiffre, sont dus à un mauvais comportement du conducteur, négligence, inattention, fatigue, imprudence ou encore prise de risque. Et la vitesse est désormais le premier facteur d'accident mortel devant l'alcool, avec un tiers des tués qui sont dus à une vitesse trop élevée. Et dire qu'au début de l'ère automobile, en 1825, les voitures ne pouvaient pas aller plus vite que 5 km/h. On le leur interdisait. Alors que les chevaux, tirant des charrettes, pouvaient galoper eux jusqu'à 30 km/h.
Mais un siècle plus tard, force est de constater que l'automobile a fini par s'imposer et elle est devenue plus accessible. Les foyers étant de plus en plus nombreux à s'équiper, le trafic devenait de plus en plus dense. Ajoutez à cela la puissance et donc la vitesse des véhicules qui augmentent et vous assistez là à une augmentation considérable du nombre d'accidents. C'est à ce moment précis, en 1893, que le préfet de police de Paris, Louis Lépine, crée le code de la route, le permis de conduire, les places de stationnement interdites et qu'il impose l'immatriculation des véhicules. C'est donc à Paris que ce code de la route et les règles de circulation sont nées et sont ensuite devenues universelles. La vitesse est désormais le premier facteur d'accident mortel devant l'alcool, on l'a dit. 32% des tués sont dus à une vitesse trop élevée. La vitesse, et c'est prouvé scientifiquement, en fait, la vitesse, c'est un élément qui donne à l'homme la sensation d'aller au-delà de ses limites. Sauf que le problème, c'est que l'être humain n'est pas équipé pour mesurer une vitesse ou ses dangers et ses conséquences. Et oui, ton oreille interne ne permet pas de ressentir la vitesse, mais elle permet de ne ressentir que l'accélération. Et ça, les constructeurs automobiles l'ont bien compris, avec la notion de couple sur les voitures de sport notamment. Et enfin, dans cette troisième et dernière partie, j'aimerais te montrer la corrélation qu'il y a entre l'accidentologie et le code de la route. Tu vas voir à quel point c'est bien fait. On part sur la route et je te montre tout ça. En accidentologie, une intersection est le lieu de rencontre de tous les usagers de la route. Le risque de collision est donc important. Vois-tu, ici, il y a à peine 2 ans, il n'y avait pas de dos d'âne. Sauf qu'un jour, il y a eu un gros accident. Je m'en rappelle, j'habite à côté et donc je passais par là. Et j'avais vu l'état des 2 véhicules impliqués. C'est sûr qu'ils ont été déclarés épaves, tellement les voitures étaient esquintées. Les 2 conducteurs, je m'en souviens, ils étaient indemnes. Ils se tenaient devant leur voiture, ils ne pouvaient que constater les dégâts. Et que s'est-il passé à peine 2 mois plus tard? L'agglomération a décidé d'ajouter des passages surélevés. Objectif? Augmenter le risque perçu pour obliger les usagers à ralentir. Et oui, en accidentologie, toute une question de risque perçu, de risque réel. Je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet qui t'expliquera ce concept qui s'appelle l'homéostasie du risque. Si tu tombes sur cette vidéo plus tard, celle que tu vois actuellement, le lien est disponible au-dessus. Si ce n'est pas le cas, il faudra être un peu patient. Alors pourquoi l'agglomération a-t-elle décidé d'ajouter ces passages surélevés? Eh bien c'est parce que les communautés d'agglomération et les communes, en fait, elles ont l'obligation d'aménager la voie après 2 accidents entraînant des dommages corporels. C'est la loi. Ici, la mairie n'a pas attendu le 2e accident. Et c'est une décision très sage et très intelligente, car il y a une université juste à côté. Elle est juste là. La moyenne d'âge des étudiants, 20, 22, 25 ans max. Une population très fragile, car beaucoup de jeunes conducteurs. Du coup, lorsque tu vois des passages surélevés au niveau des feux tricolores, c'est qu'il y a probablement eu un accident. Voici un rappel en accidentologie des infractions les plus courantes, de la plus fréquente à la plus rare. Il y a d'abord l'infraction clignotant, le contrôle des angles morts, les priorités à droite, ensuite le stop, et vient enfin le feu tricolore en dernier. Autre endroit très intéressant, il y a en fait ici une intersection. Si on tourne à gauche, on doit observer un stop. Et si on doit tourner à droite, on doit observer un céder le passage. Alors, pourquoi n'a-t-on pas fait l'inverse, ou pourquoi n'a-t-on pas mis 2 stops, tout simplement? Eh bien, c'est parce que tourner à gauche est plus difficile que de tourner à droite. En effet, si je veux tourner à gauche, je dois couper 2 voies de circulation. Alors que si je vais à droite, eh bien, je ne coupe qu'une voie de circulation. La charge mentale est donc plus élevée. Et non seulement la charge mentale est plus élevée si on va à gauche, mais en plus, eh bien, la torsion des cervicales sera plus importante dans le cas où on doit aller chercher l'information à gauche, puis à droite. Souviens-toi, on tourne à gauche, on coupe donc 2 voies de circulation. Ça veut dire quoi? Eh bien, le législateur a bien pensé d'ailleurs, que si on tournait à gauche, ça allait être beaucoup plus compliqué. Ça marche? Voilà pourquoi les gens qui tournent à gauche, on les oblige à s'arrêter pour être certain qu'ils prennent bien l'information. Parce que n'oublie pas que la route derrière toi, je m'arrête une seconde. Je te disais, la route derrière toi est une route départementale. Elle est limitée à 70 km/h. Potentiellement, le législateur a estimé qu'on peut avoir des véhicules en excès de vitesse. Voilà pourquoi ça devient hyper dangereux si on tourne à gauche.
Ah oui, on a oublié de te préciser que le code de la route doit permettre aux usagers de circuler rapidement. Plus le trafic est encombré, plus on crée de situations de stress. L'intersection permettant la meilleure régulation du trafic est certainement les carrefours à sens giratoire. Le carrefour à sens giratoire. En revanche, les accidents ils sont plus nombreux que les intersections de type stop ou avec des feux tricolores par exemple. D'ailleurs, la France est championne du monde du nombre de giratoires au monde qui sont plus de 50 000. Dans le code de la route, il y a aussi une notion très importante, peut-être la plus importante de toutes. C'est ce qu'on appelle l'univocité du code. On dit d'un fait ou d'une consigne qui sont univoques quand il n'y a qu'une seule interprétation possible. Et en tant qu'enseignant, tu auras tout intérêt à être le plus univoque possible lorsque tu seras en apprentissage, car la part des imprévus n'est pas négligeable. Ici, par exemple, on observe un premier panneau qui nous interdit de tourner à droite. Un peu plus loin, en arrivant à l'intersection, on trouve un panneau d'obligation de tourner à gauche, précisément. Et en plus, on trouve un sens interdit. La consigne ici est univoque, puisqu'on n'a qu'une seule interprétation possible. D'ailleurs, on observe aussi un zébra et des balises de virage. Le passage a été rendu étroit. Ici, on a affaire à une zone accidentogène, c'est certain. Bah oui, on ne va pas s'amuser à faire tout ça autrement. Les balises de droite empêchent l'usager de faire l'erreur de se positionner à droite, puisqu'il y a un sens interdit, on ne peut pas aller à droite. Mais alors, pourquoi a-t-on placé des balises à gauche, alors qu'on nous oblige à tourner à gauche? Tu as 7 secondes pour trouver la réponse. Eh bien, c'est parce qu'on veut obliger le véhicule, une fois à l'arrêt marqué au stop, à contrôler très attentivement à droite. Le problème, c'est que si on ne met pas les balises à gauche, le véhicule pourrait marquer l'arrêt en étant positionné en biais. Ce faisant, la torsion de ses cervicales pendant le contrôle risquerait d'être trop importante, ce qui dégraderait la qualité de son contrôle visuel. Mais attention, ici, ils en ont tellement fait qu'à mon avis, il y a eu beaucoup d'accidents. Et du coup, les habitants du quartier ont peut-être fait pression sur la mairie pour aménager l'espace. Et quand tu es le maire, tu veux faire plaisir à tes administrés. Viens voir qui c'est qui vient nous rendre visite. Viens voir. Venez voir. Il y a le maire. Franchement, je cautionne pas. Non mais c'est la haine quand même. Tiens, encore un autre exemple. Si cela ne suffisait pas pour te montrer à quel point le code de la route est bien fait. Tu t'es déjà demandé pourquoi le bonhomme des piétons est toujours rouge lorsque le feu est vert? Eh bien, c'est parce que les usagers qui roulent tout droit ne ralentissent pas. Il serait donc trop dangereux de permettre aux piétons de traverser à ce moment-là. En revanche, on leur donnera cette possibilité lorsque le feu des voitures deviendra rouge. Et même si de l'autre côté c'est vert pour les voitures, ce n'est pas grave, car elles seront obligées de réduire leur allure pour tourner en sécurité. Les risques de collision à grande vitesse sont donc de fait écartés. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto École. Tu es branché sur la chaîne Devenir Moniteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est la deuxième d'une très longue série qui va arriver dans la semaine à venir. On va essayer de sortir des vidéos toutes les 2 semaines. On va vraiment faire de notre mieux. Tu verras, il va y avoir du contenu exclusif pour toi, futur enseignant de la conduite. Et on espère que lorsque tu seras enseignant diplômé, tu feras confiance et tu seras partenaire avec Roule Raoul pour développer ton chiffre d'affaires. Voilà, je te dis à bientôt. Très bonne formation. Sois prudent si tu conduis. Bye bye.